Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration médicale. Je suis Dr Madawi, qui représente Détective Clinique. Et honnêtement, c'est un immense plaisir d'aborder ce dossier avec vous aujourd'hui. On plonge tout de suite au cœur d'un mystère médical à très haut risque. Un scénario clinique classique, redoutable, qu'on retrouve tout le temps aux examens de certification et bien sûr dans les couloirs des urgences. L'horloge tourne, chaque minute compte. C'est un diagnostic qui exige une vraie déduction, rapide et surtout ultra précise. Considérez cette session, non pas comme une simple révision fastidieuse, mais comme un vrai camp d'entraînement pour aiguiser notre instinct clinique. L'idée, c'est de déchiffrer les indices, de comprendre la physiopathologie sous-jacente et de s'assurer qu'on ne tombera plus jamais dans les fameux pièges d'examen. Alors, voici notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, l'enquête commence. Ensuite, on verra le mécanisme et les suspects, les indices cliniques, les suspects alternatifs, quelques dossiers cliniques pour s'entraîner et on terminera par le verdict thérapeutique. C'est cette structure-là qui va nous permettre de tout maîtriser à la perfection. Allez, on attaque la partie 1. L'enquête commence. Comme tout bon détective, avant d'analyser une scène de crime, on doit impérativement en connaître la configuration. Pas d'anatomie, pas de diagnostic. Le terme clé, ici, c'est les annexes. Ça désigne tout simplement la région anatomique qui inclut la trompe de Fallope et l'ovaire, juste de chaque côté de l'utérus. Quand une pathologie frappe cette zone-là, c'est la viabilité même de ces organes reproducteurs qui est directement menacée. Prenons juste une petite seconde pour bien visualiser ça en 3D, l'utérus bien au centre et ses structures délicates suspendues de part et d'autre. On passe à la partie 2, le mécanisme et les suspects. Comment une anatomie totalement normale peut-elle se transformer d'un coup en urgence chirurgicale absolue? Et surtout, qui sont les patientes les plus à risque? En fait, c'est une cascade d'événements fulgurantes. Le compte à rebours est lancé. D'abord, l'ovaire se tord sur son propre axe et il embarque souvent la trompe avec lui. À la seconde où cette torsion se produit, hop, l'apport sanguin vers l'ovaire est coupé laid. Et on le sait, sans sang, pas d'oxygène, c'est le début de l'ischémie. Si on ne corrige pas ça extrêmement vite, on glisse inexorablement vers le point de non-retour, la nécrose tissulaire. Et ça, c'est de l'or pour vos révisions. Il faut absolument mémoriser nos fameux suspects, c'est-à-dire les profils à haut risque. Ça touche principalement les femmes en âge de procréer, en général entre 20 et 30 ans. La grossesse est un facteur de risque majeur. Les traitements d'induction de l'ovulation aussi. Et attention aux tumeurs ovariennes, tout particulièrement les kystes bénins. Pourquoi? Parce qu'ils alourdissent l'ovaire et favorisent mécaniquement sa rotation. Troisième partie, les indices cliniques. Imaginons un peu la scène. Une patiente arrive aux urgences en pleine nuit, pliée en deux. À quoi ressemble le tableau clinique? La présentation, elle est souvent théâtrale. On parle d'une douleur pelvienne extrêmement sévère, mais surtout d'apparition ultra soudaine. C'est vraiment ça la clé. Cette douleur s'accompagne très souvent de vagues de nausées et de vomissements. À l'examen, on va souvent palper une masse unilatérale très sensible. Et le gros indice à ne pas rater? La sensibilité à la mobilisation du col. Ça veut dire qu'au toucher vaginal, le simple petit fait de bouger le col utérin déclenche une douleur exquise chez la patiente. Face à tout ça, notre arme diagnostique absolue, le fameux gold standard, c'est l'échographie. Mais attention, pas l'échographie abdominale. Il nous faut impérativement une échographie transvaginale. Ce qu'on cherche à l'écran, c'est une diminution ou carrément une absence totale du flux sanguin vers l'ovaire. Si le radiologue nous confirme ça, on a la preuve irréfutable qu'une ischémie est en cours. Ce qui nous amène logiquement à la partie 4, les suspects alternatifs. Bah oui, la médecine, c'est jamais aussi simple. Il y a toujours des fausses pistes. Et les concepteurs d'examen adorent placer leurs pièges ici. Regardons ce tableau, il est crucial. Comment on élimine les autres coupables? L'appendicite. En général, on aura une montée des globules blancs et de la fièvre alors que notre patiente avec une torsion a souvent des globules blancs tout à fait normaux et reste apyrétique, sans fièvre. La diverticulite, ça touche plutôt des patients plus âgés et la douleur se situe à gauche. Et la grossesse ectopique rompue, le test HCG sera positif ce qui n'est généralement pas le cas pour une simple torsion. Gardez vraiment ce tableau dans un coin de votre tête.
5e étape, nos dossiers cliniques. C'est l'heure de se retrousser les manches et d'appliquer la théorie sur le terrain. Disons ce premier cas, on a une étudiante de 22 ans qui débarque avec une douleur sévère dans la fosse iliaque droite depuis environ 6 heures. Ses globules blancs sont normaux, elle n'a pas de fièvre et son test de grossesse est négatif. On prend une fraction de seconde pour y réfléchir. C'est quoi le diagnostic le plus probable ici? Eh bien, on y va par pure déduction. Globules blancs normaux et pas de fièvre, on peut rayer l'appendicite de la liste assez tranquillement. Test HCG négatif, ça élimine direct la grossesse ectopique. Donc, une femme jeune, apparition soudaine de la douleur, pas d'infection, pas de grossesse, bingo. Le diagnostic c'est une torsion annexielle. Allez, on enchaîne cas numéro 2. Une femme de 24 ans se plaint d'une douleur pelvienne droite sévère, un peu intermittente, et surtout accompagnée de nausées et de vomissements. Ses globules blancs sont normaux. Quelle est l'anomalie spécifique qu'on a le plus de chances de trouver à l'examen physique? Et la réponse est une masse palpable dans les annexes. Ce combo, un âge jeune, couplé à une douleur si violente qu'elle donne des nausées, c'est un énorme gyrophare rouge pour une torsion. Les globules blancs normaux écartent l'infection. Et très souvent, l'ovaire tordu ou le kyste sous-jacent qui a causé cette rotation va être ressenti comme une masse unilatérale très sensible sous nos doigts. 6e et dernier partie, le verdict thérapeutique. Le diagnostic est posé. Parfait. Mais concrètement, comment on gère la crise et quel est l'impact réel pour notre patiente? On analyse ce dernier cas pour bien saisir l'enjeu. Une patiente de 31 ans, douleur pelvienne évaluée à 10 sur 10, l'écho confirme un ovaire gauche hypertrophié avec un flux sanguin diminué. Si on traîne, si on n'agit pas assez vite, quelle est la complication majeure la plus redoutée ici? Eh bien, l'enjeu est juste colossal. Si on l'envoie au bloc très rapidement, le chirurgien peut réaliser une détorsion. On remet l'ovaire dans le bon max, on restaure le flux sanguin et on sauve les tissus. Mais si on laisse tourner la montre et que l'ischémie devient de la nécrose, c'est terminé. On est obligé de retirer les tissus morts via une salpingo-ovarectomie. Et la complication à long terme la plus dévastatrice pour cette patiente de 31 ans, c'est malheureusement le risque d'infertilité. Donc, vous l'aurez compris, la torsion annexielle, ce n'est pas juste un petit diagnostic à cocher sur un QCM. C'est une vraie course contre la montre pour préserver l'avenir reproductif d'une patiente. Chaque signe négligé, c'est un pas de plus vers la nécrose. Face à ces douleurs foudroyantes, aux nausées, et avec la clarté d'une échographie bien menée, la seule vraie question qui se pose pour nous tous, c'est, le moment venu, saurons-nous battre la montre pour sauver les annexes? Un immense merci d'avoir suivi cette analyse, et d'ici la prochaine fois, gardez toujours votre esprit de détective affûté. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.